On commencera cette émission en revenant sur l'UFC du week-end dernier. On verra aussi que Dana White a de gros plans pour Tom Aspinall. Puis on parlera de toutes les actualités majeures du jour, notamment de très belles annonces de combat. Nous sommes le mardi 15 octobre 2024. C'est le moment MMA. Soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Comme annoncé en introduction, on va commencer par revenir sur les combats qui ont eu lieu le week-end dernier, sur la carte principale, mais on aura aussi un mot des conférences d'après-combat. Pour ouvrir le bal, on avait Daniel Rodriguez qui s'est imposé par décision partagée sur Alex Morono. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression que toute l'intrigue de ce combat, c'était de savoir si Morono allait réussir à placer son long crochet du bras arrière. On a vraiment l'impression que tout ce qu'il fait, tout son travail avec le bras avant, etc., c'est seulement pour réussir à connecter avec ce bras arrière. Il frappe quasiment qu'avec des crochets. Il me fait un peu penser à Sam Alvey. C'est pas forcément très conventionnel, c'est pas forcément très beau à voir. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il rentre dans la cage, on sait à quoi s'attendre, on sait qu'il peut nous offrir un beau KO. J'avais dit avant le combat que je ne voulais pas le voir s'incliner, tout simplement parce que j'aime le personnage, et puis j'aime ce côté combattant qui ne fait qu'une chose, mais qui tente, jusqu'à ce que ça passe. Alors, ça peut être dangereux, on peut se faire contrer, hein, notamment sur ses backfists. Il y a un moment, il est passé tout près de la punition, mais heureusement pour lui, il a pas pris le KO ce soir-là. Et puis je pense que ce qui a payé pour Rodriguez, c'est son travail au corps, c'est le fait de réussir à souvent toucher sans être touché. Et puis à la fin du troisième round, il a réussi à coller contre la cage, à amener au sol. Je pense que c'est vraiment ce qui a fait basculer le combat de son côté. Après, si Moreno avait gagné, je pense qu'on n'aurait pas parlé de vol non plus. Dans le second combat de la soirée, hein, on a eu Dawson, toujours très généreux, que ce soit debout pour aller chercher le takedown, mais aussi une fois au sol. Il est très actif, il l'avait dit, hein, je suis un des grappleurs les plus spectaculaires de l'UFC, et je pense qu'il l'a une nouvelle fois prouvé, c'est pas du grappling chiant, il cherche à frapper, il cherche à grignoter des positions, etc. Donc j'aime beaucoup. C'est une belle victoire avant la limite, hein. Je dirais juste qu'il fasse attention debout. Je trouve qu'il prend un peu de risque, hein, notamment avec les coups de genoux qui sortent un peu de nulle part, avec les bras un peu bas. En montant dans les classements, ça pourrait ne pas pardonner. Par contre, je pense qu'à l'entraînement, quand il tourne avec Renato Moicano, les deux ont un sol assez semblable, je trouve. Ça doit être très très beau à regarder. Et puis pour la suite, hein, j'aurais beaucoup aimé le voir contre Benoît Saint-Denis. Malheureusement, je pense que niveau timing, ça va pas le faire, puisque lui, il veut être très actif, et on en avait parlé la semaine dernière. Et puis je suppose, hein, que le Français, lui, va prendre un petit peu de repos. Après le combat, il a confié que tout le monde lui avait dit que Garcia avait une excellente défense de takedown. Il est donc monté dans la cage en se disant que ça allait être très dur de l'amener au sol, mais il était convaincu au fond de lui qu'il allait quand même trouver la solution. Et puis il conclut en disant qu'il aimerait combattre avant la fin de l'année, mais qu'il n'y croyait pas. Il avait dans l'idée de call Dariush, mais il a entendu il y a à peu près une semaine, hein, via des bruits de couloir, rien d'officiel, que Dariush aurait déjà un combat de bouquet. Et puis il ajoute, hein, que c'est pas si grave s'il combattait pas avant la fin de l'année, parce que sa femme, elle, va combattre à l'Invicta au mois de décembre, et elle veut qu'il soit dans son coin. Donc c'est peut-être le destin qui lui parle. Pour le troisième affrontement de cette carte, hein, on a eu une totale domination de Enjo Kwani. C'était pas le combat le plus divertissant, mais je mettrais quand même à leur crédit que les deux, et surtout Enjo Kwani, ont rendu les phases de clinch contre la cage assez vivantes. On a pour habitude de voir les lutteurs coller leur adversaire et seulement mettre des coups de genoux. Là, il y a eu un peu de coups de coude, un peu de coups de genoux. Je trouve qu'il y avait de l'intention de faire mal. En striking pur, j'ai beaucoup aimé les jambes de Enjo Kwani, ça part comme des fusées, c'est vraiment impressionnant. Et puis malheureusement pour Gooden, hein, même s'il a mis une grosse pression pour trouver le takedown dans les premiers instants du combat, il a ensuite été totalement dominé dans toutes les distances, même à son propre jeu. Dans le Common Event, on a eu une belle bagarre entre Tavares et Park, hein, qui s'est conclue par une décision partagée en faveur de Park. Alors autant pour les deux premières reprises, on était dans la pure bagarre de bar, hein, avec Park qui bloquait tout avec sa tête, plutôt qu'avec ses poings. Par contre, dans le dernier round, hein, le Coréen a été plutôt intelligent. Il a été chercher le sol pour faire basculer la décision de son côté. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça de sa part. Quand j'ai vu les deux premiers rounds, je me suis dit, bah allez, il va y aller all-in. En plus, il dominait plutôt, il touchait un peu plus. Bon, bah finalement, il a fait preuve d'un petit peu d'intelligence sur ce coup-là. Et puis enfin, on a eu le magnifique main event, hein, encore une décision partagée, mais quel combat! Les deux ont eu leur moment. Plusieurs fois, j'ai cru qu'on allait avoir une finition d'un côté comme de l'autre.
Pour Taira, faut voir le côté positif, il sait maintenant ce que c'est l'élite de la catégorie, il sait ce qu'il doit bosser, et puis même debout, hein, il est loin d'être mauvais, même s'il a pris des coups, il a lui aussi réussi à toucher, et à toucher plutôt durement parfois je trouve, et puis il a fait 5 rounds, c'est énormément d'expérience emmagasinée. La seule question, hein, bien sûr, c'est de savoir comment il va se relever de sa première défaite en carrière, c'est jamais facile, d'ailleurs Royval a dit qu'il était prêt à l'aider, et ça, seul le temps va nous donner une réponse. En face, on avait Royval qui a fait du Royval, il a été actif dès le début. C'est pas mal hein, pour un combattant qui estime être meilleur sur les dernières reprises. Là, il a tout de suite démarré, tout de suite mis la pression. C'est ça qui lui permet aussi de s'imposer, hein. Comme à chaque fois, il a parfois fait des choix qui nous font un peu bondir du canapé, hein, je dirais, comme rester au sol, alors qu'il domine debout et qu'il a une occasion de se relever contre un gars qui est connu pour être très bon au sol. Mais bon, Royval, lui, décide de rester au sol, de prendre le dessus au sol. C'est aussi ça qui fait son personnage et qui, j'espère, fera un jour sa légende, peut-être. Et puis, j'espère vraiment hein, qu'au vu de sa carrière et du spectacle qu'il nous offre dans la cage, un jour, j'espère le voir avec la ceinture autour de la taille. C'est vraiment une catégorie de dingue, hein. Et puis comme je le dis à chaque fois, merci Henri Cerudo de l'avoir sauvé il y a quelques années. Ça nous offre des combats spectaculaires, pardon. Et puis on a les combattants parmi les plus complets du roster, si ce n'est les plus complets, quasiment dans tout le top 10. En conférence de presse, Royval, justement, il a remercié son coin de lui avoir donné de précieux conseils à la fin du 4e round, notamment d'arrêter de donner le dos lorsqu'il était au sol, mais plutôt de prendre le japonais dans sa garde afin de pouvoir se relever. Il a aussi confié qu'il pensait qu'il allait terminer le combat dans le 3e round quand Taira était très durement touché. Et puis forcément, il espère que son prochain combat sera pour le titre et assure même qu'il sera prêt à être le backup fighter le 7 décembre prochain, mais ça on va en parler juste après. Avant de continuer, je voulais juste rectifier, je vous ai dit que Naoya Inoue allait combattre ce week-end, en fait c'était son frère. J'ai eu la surprise quand j'ai allumé l'ordinateur pour regarder le replay. Je fais ouais mais c'est vrai, je suis bête, Inoue il a dû combattre début septembre. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu tôt. Donc désolé pour tous ceux à qui j'ai fait une fausse joie, puis il y a un des auditeurs qui m'avait laissé un message, mais du coup je l'avais pas vu, en me disant ouais c'est une erreur, c'est pas le Naoya Inoue, c'est son frère. Donc écoutez, désolé pour ça. Oumar Nurmagomedov a été très clair au sujet de l'ancien champion de sa catégorie, Sean O'Malley. Il estime qu'il n'a pas de grappling, pas de lutte et qu'il n'a rien tenté contre Merab. D'ailleurs, concernant l'actuel champion, il le trouve très bon, mais lui reproche d'éviter le combat avec lui. Comme il le dit, hein, il sait que le ramadan est au mois de mars et que je ne combats pas pendant cette période. Pourtant, il a déclaré vouloir revenir pour le mois de mars. Bon, il y voit une petite taquinerie de la part du Géorgien. Il pense que la clé hein, dans un combat contre lui, justement, serait de lui mettre une grosse pression debout, mais aussi en lutte et d'essayer de le mettre sur le dos pour le mettre en difficulté. Et en tout cas, hein, si son combat pour le titre ne vient pas avant le mois de mars, il aimerait affronter un challenger en décembre ou en janvier afin de rester actif et de ne pas rester sur la touche trop longtemps. On retourne maintenant chez les flyweight avec Amir Albazi qui sera de retour, lui, en main event le 2 novembre prochain face à Brandon Moreno cette fois-ci. Les deux se sont déjà entraînés ensemble hein, par le passé, on sait qu'il y a un énorme respect, c'est pas du tout un souci. Ça fera 1 an et demi qu'on ne l'a pas vu dans l'octogone, sa dernière apparition c'était face à Kai Kara France, et il a admis hein, qu'il était déjà blessé à l'époque. Suite à ce combat, il a eu un problème au cœur, il a dû se faire opérer, il avait des pulsations, c'était énorme, je crois qu'il a dit qu'il montait à quasiment 200 pulsations minutes, vraiment un truc de dingue. Suite à cette opération, il a commencé son camp d'entraînement pour le combat contre Moreno, qui était prévu à l'époque, et pendant la préparation, il explique que du jour au lendemain, il n'arrivait plus à envoyer son bras gauche, il n'y avait plus rien qui venait, donc forcément, il a dû consulter un médecin, et on lui a dit qu'il devait se faire opérer en urgence, parce qu'il était à un jab de devenir handicapé, forcément le combat a été annulé, et de toute façon, l'UFC ne lui a pas laissé le choix, quand ils ont eu le retour du médecin, ils lui ont tout de suite dit non, c'est terminé, tu combattras pas, fais-toi soigner. Et puis il a expliqué hein, pendant cette interview qu'il était prêt depuis fin juillet, que l'UFC lui avait proposé Moreno pour l'événement de la Sphère au mois de septembre, mais apparemment c'est Moreno qui a été blessé cette fois-ci, et le combat a donc été booké pour le mois de novembre. Il a aussi changé de salle, hein, changé de gym, et il explique qu'il était à Las Vegas avant, mais que comme beaucoup de combattants, il était un peu livré à lui-même, il devait jongler avec les différentes salles de la ville, etc. Il n'y avait pas quelqu'un qui le suivait lui spécifiquement. Aujourd'hui, il est pensionnaire de la même team que Cerudo. Il estime que ça change tout d'appartenir à une équipe et d'avoir des coachs qui personnalisent les entraînements. Et il espère bien le prouver lors de sa prochaine apparition. D'après lui, ça a tout changé. Il était déjà très bon avant. Espérons que ça allait monter d'un niveau encore une fois. Et puis pour conclure, hein, il a forcément des vues sur la ceinture et pense que son style match parfaitement avec celui du champion Pantoja. Mais bon, il va pas dire le contraire, vous me direz.
Et puis vous avez sûrement vu passer aussi ce week-end sur les réseaux sociaux un échange entre Dan Hooker et Conor McGregor dans lequel les deux disent être d'accord pour s'affronter début 2025 et attendent seulement le feu vert de l'UFC. Bon, c'est pas encore fait, puisque Dan Hooker a donné une interview, il a déclaré que l'Irlandais avait énormément de business à gérer et que lui, s'il était à sa place, il ne rentrerait certainement plus jamais dans une cage. Et il nous a aussi appris qu'il voulait revenir en tout début d'année prochaine, que le combat qui l'intéressait le plus, il met Conor McGregor à part, c'était un combat pour la BMF, mais, heu, mais que l'UFC lui avait aussi, fait de très belles propositions pour affronter des combattants tous classés devant lui, donc c'est très bien pour sa progression dans les classements, même si on sait que les classements ça veut pas dire grand-chose. Et puis il dit aussi qu'un combat contre Gaethje serait très divertissant pour les fans et qu'il ne connaît personne qui ne voudrait pas voir ça. Je lui donne plutôt raison sur ce coup-là. Cory Sandhagen a répété qu'il voulait être actif et idéalement affronter Sean O'Malley. Il est bien conscient cependant qu'il y a peu de chances que ce combat soit le prochain pour lui. Il avait donc Figueiredo et Petroyan dans un coin de la tête. Pas de chance pour lui une nouvelle fois puisque les deux vont s'affronter. Il a toujours un espoir d'affronter le vainqueur et assure que même s'il veut être actif, affronter quelqu'un hors du top 5 ne l'intéresse pas. Il aurait l'impression de faire un pas en arrière. Je peux comprendre, mais quand tu veux être actif, malheureusement, parfois, il faut faire ce genre de choix. Après, il vient de prendre Oumar Nurmagomedov qui était totalement derrière lui. Donc voilà, il est dans une situation pas forcément facile. Et puis sinon, il a aussi confié n'avoir que le MMA comme passion dans la vie et s'entraîner aussi dur lorsqu'il n'a pas de combat de prévu que lorsqu'il en a un. C'est sûrement ce qui explique cette progression de dingue ces dernières années, surtout qu'il a commencé le sport à 18 ans ou 16 ans, donc pas non plus tout enfant. Donc sacré niveau aujourd'hui. J'ai aussi vu passer une interview de Tom Aspinall dans laquelle il explique qu'il aurait pu devenir boxeur professionnel, ça a été son intention pendant un moment. Il était sparring partner de toute la famille Fury, il les connaît très bien. Il était dans le MMA et dans le grappling depuis qu'il a 8 ou 10 ans, donc il dit j'enchaînais les tournois, etc. Mais quand tu arrives dans le monde professionnel, tu as beaucoup d'annulations, puis tu gagnes pas beaucoup d'argent, il en a parlé plusieurs fois. Du coup, les Fury lui ont dit mais attends, pourquoi tu ne deviendrais pas boxeur? Tu vas faire plus d'argent. Du coup, pendant 18 mois, voire 2 ans, il s'est consacré à la boxe, il a pris une licence professionnelle. Je crois qu'il a fait que un combat, mais il explique qu'en fait le MMA lui manquait trop. Ce qu'il aime le plus, c'est le MMA, c'est s'entraîner dans toutes les disciplines. Donc il est retourné à ses premiers amours. On peut dire qu'il a fait le bon choix. Et il explique aussi que l'UFC a de gros projets pour lui dans le futur. Il ne peut pas en dire plus, mais ce que l'UFC lui a proposé lui fait énormément plaisir. On peut du coup tout imaginer. Et il est aussi le backup fighter pour le combat entre Jones et Miocic. Il se prépare à fond pour ça. Il dit je serais prêt à y aller, même à 5 minutes de short notice. Je serai dans la cage. Par contre, j'y crois pas vraiment. Je ne pense pas que l'un ou l'autre va accepter de m'affronter s'il y en a un qui se blesse. Je suis plutôt d'accord avec lui. Il pense aussi que Jones et Stipe vont sûrement prendre leur retraite suite à ce combat. C'est pas un problème. Il dit moi je suis pas émotionnel, j'aimerais affronter John Jones, mais s'il s'en va, il s'en va, ça n'est que du business. Moi ce qui compte c'est de faire un maximum d'argent avant la retraite et surtout de me retirer en bonne santé, de ne pas faire le combat de trop. Et là je ne peux que le respecter pour ça. On a aussi eu une interview de Francis Ngannou où il a répété ce qu'il répète à chaque fois, franchement, et c'est un point très intéressant. Ariel Helwani lui a fait remarquer qu'il avait l'impression que la promotion pour son combat contre Ferreira n'était pas immense, que voilà, on dit que c'est le choc des géants, ok, mais on n'en fait pas plus que ça, on lui pose toujours les mêmes questions, et il a entièrement raison, Ariel Helwani, là, Francis Ngannou, il a répété, bah, est-ce que tu veux faire de la boxe ou est-ce que tu veux faire du MMA? Donc il répond à la question. Ça me fait un peu penser l'année dernière quand Thomas Spinal, justement, avait combattu à l'UFC New York, tous les combattants, ils ont fait 5 interviews chacun quasiment dans la semaine, et à chaque fois, les questions c'était est-ce que tu es heureux de combattre dans une salle mythique comme le Madison Square Garden? Bah, l'autre va forcément dire oui, bah là, Francis Ngannou, c'est pareil, il dit je ferais peut-être de la boxe, je ferais peut-être du MMA. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent en boucle. La seule chose que je retiens, c'est qu'il a été très respectueux envers Ferreira. Vous savez, il y a quelques mois, Ferreira a dit Ngannou sort d'une période très difficile, mais le plus difficile reste à venir contre moi. Et beaucoup de gens avaient dit ouais, c'est pas très fair play, il fait allusion à son fils qui est décédé. Moi, j'avais vu le truc en direct, tu comprends qu'il faisait pas allusion à son fils, mais les journalistes n'avaient pas été très honnêtes et avaient laissé planer le doute. Ferreira tout de suite était revenu en disant non, non, je parlais pas de sa vie personnelle, je parlais de ce qui s'est passé en boxe. Et là, à Ariel Helwani, on a remis une couche en disant ouais, qu'est-ce que tu penses de Ferreira et de ses déclarations? Ngannou, il est pas tombé dans le piège, il dit ouais, Ferreira, il parle pas anglais, on a traduit ce qu'il a dit, moi ça m'arrivait avant et parfois on traduit pas vraiment tes intentions. Je pense que c'est un bon gars, il m'a toujours témoigné du respect, donc je pense que ce qui est arrivé à mon fils n'avait rien à voir dans ses propos. Et c'est une bonne chose pour Ngannou parce que s'il avait compris l'inverse, il aurait pu rentrer dans ce combat avec la ferme intention d'en découdre très rapidement et ça aurait pu être un piège. Donc je suis plutôt content pour Ngannou, mais c'est vrai que je trouve que ce combat mériterait un peu plus de promotion de la part du PFL. C'est la plus grosse carte qu'ils ont à jouer, leur plus grosse signature, Francis Ngannou.
Ce serait dommage de passer au travers. Ensuite, on a Dustin Poirier qui tweet Fight News Coming, donc on va avoir des nouvelles très prochainement. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer pour lui. Tony Ferguson qui annonce il y a quelques jours qu'il ne se retirait pas, qu'il était trop vieux pour se retirer et qu'il voulait de nouveau combattre à l'UFC. Justement, peut-être 24 heures avant, il y avait eu une mise à jour du roster UFC. Et Tony Ferguson y avait survécu. Par contre, pas le français Yanis Guimouri, malheureusement, qui ne fait plus partie de l'UFC. Et toujours Ferguson a déclaré qu'il aimerait s'entraîner avec Firas Zahabi. Firas Zahabi, coach du Tristar à Montréal, coach de Georges Saint-Pierre, un mythique coach de Georges Saint-Pierre. Et puis Charles Oliveira s'est exprimé sur Tony Ferguson en disant qu'il méritait le plus gros respect au monde, qu'il devait avoir une standing ovation à chaque fois qu'il rentrait dans une cage, et que l'UFC ne devrait pas le mettre en danger, mais lui mettre face à lui des adversaires de son âge pour éviter qu'il prenne trop de coups. Je suis d'accord avec Charles Oliveira. Sean O'Malley, lui, estime qu'il est invaincu dans les rematchs, qu'il est invaincu dans son short rose et qu'il est invaincu à Miami, mais aussi invaincu au mois de mars, et que du coup, bon, il conclut en disant fuck Merab. Donc en gros, voilà, il veut prendre Merab, et Merab lui dit let's go anytime, anywhere, donc où tu veux, quand tu veux. Bon bah, Oumar Nurmagomedov, malheureusement pour lui, on a l'impression qu'il va devoir attendre un petit peu, parce que j'ai l'impression que Merab va combattre en mars, contre peut-être Sean O'Malley, et que Oumar, bah lui, va devoir reprendre un combat avant, et puis ensuite avoir son combat pour le titre. Ce qui serait dommage, c'est qu'il perde son combat Oumar Nurmagomedov au mois de janvier, et là je pense qu'il pourrait l'avoir très mauvaise. De l'annonce de combat maintenant, Brian Battle, le bourreau de Kevin Jousset à l'UFC Paris, revient, il va affronter Randy Brown le 7 décembre, ça va être un très beau combat. Michael Chiesa qui va prendre Max Griffin le 7 décembre aussi. Joli affrontement, on peut parler de vétérans pour ces deux-là. Et puis la grosse annonce, c'est Bilal Mohamed qui va défendre contre Shavkat Rakhmonov. Ça va être l'UFC 310 si je dis pas de bêtises, donc au mois de décembre. Et franchement, Bilal Mohamed, respect, il prend le mec qui est le plus légitime, il revient très vite, il a combattu cet été, il a pris la ceinture cet été, il est déjà de retour. Là, s'il prend Rakhmonov, il va encore fermer plus de bouches. Très honnêtement, j'aurais un gros respect pour lui. Ça va pas être un combat facile. Pour Rakhmonov, c'est aussi, il fait un gros pas là dans la division. Là, il prend un gros niveau d'adversité, donc c'est un gros test pour lui. Gros test pour Bilal Mohamed aussi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et puis Alexandre Pantoja qui va défendre contre le nouveau venu Kai Asukara. Lui était champion chez les Bantamweight au Rising au Japon. Donc Royval a dit peut-être qu'il va pas réussir à faire le poids. Donc moi je serai là pour être le backup fighter. Le gars vient d'arriver, il grille la priorité à tout le monde. C'est un peu dommage parce qu'il y a du monde dans cette catégorie, il y a de quoi faire. Après je comprends que redonner Royval à Pantoja, ça fera 3 fois qu'ils s'affrontent. Les gens veulent peut-être pas voir ça. Mais écoutez, ça a été le choix de l'UFC. Vincente Luque et Nick Diaz vont aussi s'affronter ce soir-là. Cyril Gane et Alexander Volkov, c'est un combat reprogrammé. Pareil pour Movsar Evloev et Aljamain Sterling. Et puis Anthony Smith et Dominique Reyes, combat de vétérans, j'en ai déjà parlé, donc je suis assez content pour eux. Puisque je parlais de Francis Ngannou tout à l'heure, sachez qu'il est quand même favori contre Ferreira, c'est plutôt logique. Et puis là, je vous mets une photo à l'écran des ceintures PFL Super Fight. Donc c'est les ceintures avec lesquelles pourrait repartir par exemple Ngannou ou encore Chris Cyborg qui va affronter Pacheco. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Corentin Trochet qui me dit « J'avais déjà envie qu'Ilia se fasse éteindre, mais avec son comportement récent, surtout le face-à-face en visio, je ne rêve plus que de ça. Je vois Max le grignoter et le finir salement et tardivement. J'ai très peur d'un chaos expéditif de Topuria en mode Conor Aldo. Franchement, j'y crois pas. Je pense que Max est pas assez bête pour se jeter comme un fou dès le début. En tout cas, j'espère pas, mais ça reste du MMA et tout est possible. » Thomas Bedreni qui me dit « Oui, moi aussi j'ai peur pour Francis, j'espère que la peine n'altère pas sa raison. » En effet, c'est quelque chose qui peut jouer. Et puis affronter Ferreira au PFL pour le plaisir, point d'interrogation, il y a un truc qui m'échappe. J'espère qu'il ne veut pas trop prouver. En tout cas, pour beaucoup, il n'a plus rien à prouver. Alors là, tu parles de plaisir parce qu'Ngannou a déclaré qu'il ne combattait plus pour l'argent, mais pour le plaisir. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que s'il voulait s'arrêter, il pourrait, mais il veut toujours prouver qu'il est le meilleur. Il a cet esprit de compétition, et je pense que c'est ça, comme beaucoup, qui le fait rester. Dustin Poirier, je pense qu'il pourrait se retirer. Justin Gaethje pourrait se retirer. Chandler, qui annonce avoir fait 1 million, alors qu'il a même pas combattu depuis 2 ans. Tu vois, c'est pareil, c'est des mecs qui pourraient se retirer, mais je pense qu'ils ont ça au fond d'eux. Et en tout cas, j'espère que c'est ça qui les motive. Et puis notre ami Ares Abyss, pourtant fervent défenseur de la Géorgie, qui me dit « Topuria est vraiment cringe, j'en peux plus de ses sorties, par contre je pense que c'est fait exprès pour provoquer, il est bien trop intelligent pour ce genre de choses, mais même en faisant exprès, cela reste cringe. »
Et justement, je te disais en réponse, ça se trouve, Topuria, là, on le trouve chiant, on le trouve, en fait, on trouve nul un peu ce qu'il fait, mais dans quelques années, il va peut-être jouer de ça, surtout s'il reste champion, il va garder de la notoriété, etc. Les projecteurs sont toujours braqués sur lui. Tu sais, il va garder ce petit côté, il va en jouer, et en fait, il va jouer le mec un peu bête, peut-être que ça va être son personnage, ça va faire rire tout le monde, et à la fin, on va bien aimer. Je ne sais pas, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est toujours un peu particulier. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très prochainement pour une prochaine émission, donc passez une bonne soirée, merci à vous, et salut.